Quand vous commencez la collaboration avec un client, il y a généralement plusieurs choses que vous allez devoir faire et qui sont répétitives en fonction du client. Par exemple, vous aimeriez que votre client vous donne accès à son compte publicitaire, Facebook, des ressources photos, images, vidéos, son logo, etc. Il y a généralement plusieurs choses que vous allez avoir besoin chaque fois avec chaque client. L'idée, c'est de créer un protocole d'onboarding d'un nouveau client qui va vous permettre d'accueillir chaque nouveau client dans votre agence. Et un processus d'onboarding bien ficelé peut vraiment faire la différence entre une relation client qui démarre vraiment bien et une qui fait du surplace avant même d'avoir commencé. Alors pourquoi c'est si crucial? Le client peut vraiment mieux comprendre ce qu'il attend de vous et vous avez une meilleure idée de ce que les clients aimeraient réaliser. C'est le moment de définir les objectifs, les délais, les responsabilités. Bref, vous allez poser les bases d'une collaboration saine et efficace. L'onboarding aide à anticiper les problèmes avant même qu'il n'aient lieu. Par exemple, ça vous permet d'éviter les clients qui aiment tout changer à la dernière minute. Vous pouvez établir dès le début les points de contrôle réguliers qui vous permettront de tenir au courant le client régulièrement sur toutes les choses qui vont avoir lieu. Ou si vous savez que le client a besoin de rapports détaillés pour ses supérieurs, vous pouvez inclure ça dans le planning dès le début. Un autre point important, c'est que l'onboarding vous permet de montrer votre professionnalisme. Un client qui voit que vous avez un processus d'onboarding bien rodé sera beaucoup plus enclin à vous faire confiance. C'est l'occasion de montrer la valeur que vous avez à apporter, que vous n'êtes pas simplement un exécutant mais un véritable partenaire. Un onboarding simplifie tout le reste. Une fois que les règles du jeu sont claires, il est beaucoup plus facile de se concentrer sur le travail en lui-même. Moins de malentendus, moins de conflits, moins de stress et donc plus de temps et d'énergie pour faire ce que vous faites de mieux, apporter de la valeur à vos clients. Le protocole sert aussi de filtre. Disons que c'est un peu comme une étape de vérification pour voir si vous êtes vraiment compatible avec votre client et vice versa. Parce qu'en affaires, tous les clients ne sont pas des bons clients et il est crucial de comprendre plus tôt que tard. Donc la phase d'onboarding, vous allez poser des questions, vous allez mettre en place des choses et vous allez définir très clairement comment la prestation va se dérouler. Et surtout l'onboarding permet de tâter le terrain, de voir si le client il va être bien enclin à réaliser l'onboarding correctement, qu'il va bien respecter ce que vous allez définir dans l'onboarding, qu'il va pas vous faire perdre du temps et qui va pas vous donner des red flags. Un red flag que vous n'aurez pas vu au début mais que vous aurez vu bien plus tard et qui aurait pu mettre plus tard la collaboration en péril, sauf qu'elle la met au début, donc vous pouvez agir beaucoup plus vite. Le but ici n'est pas d'être négatif, mais de limiter les risques pour tout le monde. Pour vous d'abord parce qu'un client ça peut être un vrai cauchemar qui peut vous drainer de l'énergie et des ressources. Si vous attirez les bonnes personnes, votre vie se passera bien. Si vous attirez les mauvaises personnes, vous allez vivre un cauchemar. C'est la même chose pour les amis, les collègues et les clients. J'ai vécu cet enfer et croyez-moi, vous ne voulez pas être avec des mauvais clients. Avoir travaillé avec les deux extrêmes, et les mauvais clients, c'est vraiment pas agréable. C'est le genre d'expérience qui vous donne envie de tout plaquer et de partir élever des chèvres dans le Larzac. Beaucoup trop précis pour pas que ce soit réel. Beaux clients, c'est le jour et la nuit. Ils vous font confiance, ils écoutent vos conseils. Chaque réunion ou chaque échange avec est une partie de plaisir. Et vous vous levez le matin avec l'envie de travailler sur leur projet. Alors comment fait-on pour attirer les bons clients et éloigner les mauvais ? Alors, juste avant que ta vidéo ne commence, si ça t'intéresse, que tu veux accéder au workbook de cette vidéo, ainsi que tous les exercices et tous les templates qui sont donnés dans cette vidéo, tu peux retrouver le premier lien en description, un lien pour pouvoir les télécharger. Tu as juste à envoyer ton adresse email et nous, après, on t'envoie tout ça justement par email. C'est le premier lien en description, moi je te laisse à cette vidéo et on se dit à tout de suite de l'autre côté. Vous faites un protocole d'onboarding. Un bon client est quelqu'un qui peut devenir un ambassadeur de votre agence. Un client ambassadeur est bien plus qu'un client satisfait. C'est quelqu'un qui croit tellement à votre service qu'il va en parler spontanément autour de lui. Devenir ainsi une source de publicité gratuite et crédible. Ce sont les clients qui vous recommandent aux autres, laissant des avis positifs et qui vous apportent directement des nouveaux clients. Ils peuvent se transformer en une source fiable de croissance organique pour votre entreprise. Imaginez ne plus avoir dépensé de temps ou d'argent dans des publicités et de la prospection parce que vos clients vous ramènent directement de nouveaux clients à vous. C'est tout le principe d'ambassadeur, mais ça on en parlera beaucoup plus dans la phase 6. J'ai eu l'expérience d'un client qui me demandait la veille d'un lancement de revoir tout ce qu'on avait fait, tout réécrire, et en plus elle doutait, elle stressait, et ça a impacté tout le monde dans l'équipe, que ce soit la sienne ou même notre agence. Dans une situation comme celle-ci, ce n'est pas simplement le projet qui est en jeu, c'est également la santé mentale et le bien-être de toutes les personnes impliquées. Tout le monde finit par être sur les nerfs, et cela peut sérieusement nuire à la dynamique de travail. Certains clients qui ne vous payent pas cher vont vous respecter, car ils savent que vous leur coûtez pas très cher, donc ils ne vont pas abuser de vous. Mais certains peuvent avoir des attentes beaucoup plus irréalistes, et peuvent être beaucoup plus difficiles à satisfaire, indépendamment de ce qu'ils payent. Et les clients qui payent le plus sont généralement le plus généreux avec l'argent. Et les clients qui sont prêts à investir davantage dans votre service ont tendance à être beaucoup plus respectueux de votre temps et de votre expertise. Et ils comprennent la valeur de ce que vous apportez sur la table. Et ils sont beaucoup moins enclins à micromanager chaque étape du processus. Donc qu'est-ce qu'un bon client? Niveau travail, ils savent ce qu'ils doivent faire, ils savent qu'ils doivent aussi fournir des efforts
pour avoir des résultats. Ils comprennent qu'ils ne peuvent pas attendre que votre agence fasse tout le boulot. Ils sont proactifs, vous donnent ce dont vous avez besoin pour avancer, ils travaillent sur les améliorations et les conseils que vous leur donnez. Niveau communication, ils vous laissent travailler et ils ne vous harcèlent pas tous les matins. Ils ne vous envoient pas non plus des vocaux interminables. Ils sont au courant que s'ils essayent de toujours changer quelque chose ou de vous parler, vous ne pouvez pas vous concentrer et travailler. Un bon client communique clairement, que ce soit pour définir les objectifs, donner des retours ou tout simplement effectuer des suivis. Une communication ouverte, claire et vitale. Cela élimine une grande part des malentendus qui peuvent surgir et qui autrement pourraient devenir de gros problèmes pour vous et le client. Ils sont aussi patients. Ils sont courants que les résultats ne peuvent pas toujours arriver du jour au lendemain et ils vous laissent le temps de mettre en place les systèmes et de faire les tests. Ils vous font confiance dans votre travail et ne remettent pas en question tous vos faits et gestes. Comme on dit, c'est trust the process. Et parce qu'ils font confiance au processus, ils font confiance à votre expertise et donc à votre jugement. Et cette confiance vous libère de la pression inutile de devoir justifier chacun de vos choix et vous permet de vous concentrer pleinement sur le travail. Un bon client, c'est aussi le respect mutuel. Ce client comprend que vous avez d'autres clients, des obligations et une vie en dehors du travail. Ils respectent votre temps, vos compétences et votre expertise. Et ils sont aussi amicaux. Vous pouvez être en bon délire avec tous vos clients, vous pouvez échanger des blagues et rigoler en dehors du business. Oui, aussi le bon client, c'est celui qui paye à temps. Ça peut sembler basique, mais c'est incroyablement important. Un paiement rapide est un signe de respect professionnel. Qu'est-ce qu'un mauvais client? La mauvaise relation avec l'argent. Ils essayent toujours de renégocier vos tarifs à la baisse et c'est dangereux. D'autant plus s'ils gagnent de l'argent, mais qu'après, ils veulent investir cet argent pour développer leur business. Ça va créer simplement une relation déséquilibrée, où vous vous sentez constamment sous-évalué et sous pression pour baisser vos prix, ce qui va impacter la qualité de votre travail, votre motivation et surtout, ça va être chiant pour travailler avec ce client. J'ai eu un client qui ne voulait pas mettre de garantie sur ses produits et qui ne voulait jamais augmenter les budgets pub. Autrement dit, impossible de faire grossir le business. Parce que les garanties, c'est super important dans le business en ligne, notamment quand on vend des formations pour rassurer sur l'achat, même si légalement c'est pas obligatoire, c'est quand même quelque chose qui est très courant et qui surtout facilite grandement la vente. Et en plus, ne pas vouloir augmenter le budget publicitaire, ça voulait dire qu'on était capé d'un point de vue revenu possible, parce que nous c'était là où on avait le plus de levier, c'était sur la pub. Et je déteste maintenant travailler avec ce genre de client. Ça m'est déjà arrivé avec un nouveau client qui a voulu me limiter sur la publicité. Je ne veux plus être diplomate avec ça au bout d'un moment, parce que je le dis très clairement, je le dis dans le contrat, je le dis même dans le protocole d'onboarding. Et quand après ils décident encore de me faire chier sur la publicité, je leur dis très bien, on arrête tout de suite la collaboration. Et ça m'est arrivé d'arrêter tout de suite la collaboration parce que quelqu'un me cassait les couilles. Je l'ai dit très clairement, je suis pas quelqu'un qui perd son sang-froid très vite, mais quand c'est quelque chose que j'ai dit et qui pour moi est important, et notamment devoir développer les budgets pub pour pouvoir faire plus d'argent, c'est très important, et qu'un client refuse ou fait la fine bouche sur ça alors que il est censé avoir confiance en nous en tant qu'agence, je lui dis très clairement d'aller se faire foutre. Et j'arrête. Donc ça, c'est quelque chose que vous n'allez pas forcément développer comme moi au fur et à mesure. Vous pouvez être plus diplomate et tout et avoir votre personnalité sur ça. Mais pour ma part, j'en ai eu marre. Niveau communication, ils ne prennent pas en compte les limites que vous leur fixez et ne vous laissent pas le temps de répondre quand vous leur avez pas envoyé de réponse dans l'heure qui suit son message. Oui, c'est comme le genre de client qui communique avec vous sur tous les canaux possibles, que ce soit Slack, WhatsApp, message, et vous appelle à 21h le soir alors que vous êtes en train de jouer à la console tranquillement avec votre petite copine et que là vous avez un appel du client parce qu'il veut modifier un truc. Ouais, c'était vécu. Et ça m'a cassé les couilles. Pas du tout agréable. Et à ce moment-là, on le dit au client et on lui dit d'arrêter de faire. Parce qu'à ce moment-là, il faut bien se rendre compte qu'il y a certains clients qui vont se sentir plus pissés et qui vont faire parallèle parce que vous êtes un partenaire clé pour eux pour développer leur business. Ils vont vous prendre pour un putain de psychologue, ce que vous n'êtes pas. C'est pour ça que le protocole d'onboarding permet de vraiment poser les termes et de chaque fois les redéfinir avec le contrat aussi. Niveau paiement, ils sont toujours en retard sur leur paiement sans justification valable. Ils ne vous remercient pas non plus pour votre travail. Ils sont impolis, pas du tout courtois, et ils peuvent vous mentir aussi, d'une quelconque manière qui soit. Ils sont de mauvaise foi, ils remettent toujours la faute sur les autres, mais jamais sur eux. Donc voici 3 lois pour avoir de bonnes relations avec vos clients. Vous devez fixer des limites. Le même client peut traiter un partenaire comme une merde et un autre comme un roi. La seule différence, c'est comment vous avez décidé d'être traité et ce que vous mettez en place comme limite. Niveau bonne entente, soyons sérieux et soyons heureux. Vous voulez passer de bons moments avec vos clients quand vous leur parlez. Faire ami-ami avec ses clients, c'est aussi très bien car c'est plus difficile d'arrêter de travailler avec un ami. Partagez des blagues, des mèmes, des private jokes, mais n'abusez pas quand même, il ne faut pas être gênant. Et l'effet miroir. Vous allez avoir de bons clients si vous vous comportez comme un bon client. Quand vous achetez, quand vous réclamez le support client, quand vous êtes au restaurant, comportez-vous comme vous voudriez que vos clients se comportent avec vous. C'est à vous de fixer les règles et les limites que vous voulez quand vous allez communiquer avec votre client. Si vous voulez communiquer exclusivement par email, communiquez exclusivement par email. Mais refusez toujours un client qui va vous contacter sur Slack, WhatsApp, par message, par appel, sur Instagram, etc. Ça fait juste ressurgir des traumatismes du passé pour moi et j'en peux plus. J'ai l'impression de parler à cœur ouvert quand je parle de ça, mais ça m'a tellement énervé. Vos clients suivent le protocole que vous leur donnez et s'ils ne le suivent pas, ils vont se faire foutre.
ils le suivent. Mais ils vont se faire foutre d'abord. Oh putain. Oui, c'est les émotions qui reviennent. C'est pourquoi le protocole il existe. Ça sert à clarifier le ton. Ça sert à clarifier que tout se passe correctement. Ça sert aussi au fait que en fait, vous allez leur montrer qu'il y a un Google Drive, que quand vous leur envoyez une ressource, elle est dans le Drive, pas de devoir l'envoyer par email. Ça m'est déjà putain d'arriver de devoir envoyer toutes les ressources, email, etc. dans un format Word par email parce que les personnes ne savaient pas utiliser un Google Drive. Top! Non, au bout d'un moment, vous allez leur montrer comment ça marche et ils vont s'adapter à ça. Sinon, ils travaillent pas avec vous. Et les clients qui sont un peu trop bêtes sur ce genre de questions, c'est juste insupportable. Oui, il faut s'adapter aux clients, là on est d'accord. Mais il y a des limites. Utilisez Slack. Ça se connecte très bien avec de nombreux outils, simples d'utilisation, et vous pouvez faire en sorte de ne pas mélanger vie pro et vie perso. Et une fois que le client a fait son protocole d'accueil, vous pouvez l'ajouter sur Slack pour commencer à communiquer, ou même sur le groupe WhatsApp, si c'est un groupe WhatsApp ou Telegram. Asynchronicité, vous voulez fonctionner le plus possible de manière asynchrone pour éviter trop d'impératifs. Asynchrone signifie que la communication et le travail ne sont pas en temps réel, mais se font à des moments différents. Travailler de manière asynchrone signifie que vous n'avez pas besoin d'être en ligne en même temps que vos collègues et vos clients pour accomplir des tâches. Ça libère votre emploi du temps et réduit la pression des délais immédiats, vous permettant de vous concentrer sur le travail qui nécessite votre attention. Ça permet à tout le monde de travailler à la vitesse qu'il souhaite, et sans forcément se sentir pressé de devoir communiquer directement. C'est vraiment utile quand vous travaillez tous dans des fuseaux horaires différents. Ça m'est déjà arrivé d'être au Japon et de devoir travailler avec des clients qui étaient en France, et 8 heures de décalage, des fois c'est compliqué, mais l'avantage c'est de travailler en asynchrone. L'un des plus grands avantages de l'insynchronicité est que ça vous permet de travailler lorsque vous êtes le plus productif. Certains sont des lève-tôt, d'autres des oiseaux de nuit. Pouvoir travailler quand vous êtes le plus efficace peut grandement améliorer la qualité de votre travail. Si par exemple vous voulez passer vos matinées à travailler en deep work, ça vous permet de répondre uniquement l'après-midi. La synchronicité, c'est aussi pour réduire tout ce qui est réunions, appels, ce genre de choses qui peuvent vous réduire dans votre élan et dans votre concentration quand vous voulez être en deep work et travailler. Comme ça, vous pouvez gérer beaucoup plus la communication à travers les messages, que ce soit sur Slack ou même sur un groupe que vous avez créé, et ça vous permet de répondre au moment le plus opportun pour vous. Mais faites quand même une communication synchrone de temps en temps. C'est important de faire des appels avec votre client, que ce soit pour les discussions les plus complexes, des clarifications rapides, ou même simplement le renforcement des liens entre l'équipe et le client. En octobre 2023, j'ai passé plus d'un mois au Japon à voyager, et vu que j'ai organisé tous mes business autour de cette idée d'insynchronicité, j'ai pu les gérer sans grande difficulté. Ça m'a pas empêché d'organiser une fois par semaine une réunion d'équipe et toutes les 2 semaines une réunion avec les clients. L'insynchronicité, c'est faire en sorte que le plus de choses puissent fonctionner sans devoir échanger constamment. Et pour ça, vous devez être organisé. Vous devez aussi organiser la communication et ne pas dépasser celle-ci afin que ce soit le plus simple possible pour communiquer et avancer. Vous voulez aussi un certain contact humain. Insynchronicité ne veut pas dire donc plus de contact humain, et vous devez faire en sorte que le contact humain soit fréquent. Donc organiser un appel hebdomadaire ou bi-hebdomadaire avec vos clients d'environ 30 minutes à chaque fois. Mais pour ça, vous devez avoir un système bien organisé. Organiser votre agence va vous permettre de pouvoir déléguer plus rapidement et de vous prendre moins la tête. Et c'est important de garder le client dans la boucle. Quand un client sait ce qui se passe à chaque étape de la prestation, il se sent valorisé. Et il sait que c'est important et il n'est pas perdu. L'incertitude peut rapidement se transformer en stress et en insatisfaction. La communication régulière élimine ce genre d'incertitude. C'est tout ce qui concerne les mises à jour hebdomadaires que vous allez pouvoir envoyer aux clients, les messages pour les tenir au courant, etc. Et même les réunions que vous allez pouvoir faire en appel pour pouvoir lui parler des jalons importants que vous avez accomplis. Le lundi, vous envoyez un rapport vidéo de 4-5 minutes fait avec CleanShot ou Loom où l'on voit votre tête et vous tenez au courant de l'avancée des campagnes marketing et vous rangez ça dans le journal de bord du client sur Notion que vous pouvez ensuite envoyer sur Slack afin que le client puisse le voir. Le jeudi, vous envoyez un message de 2-3 lignes pour tenir au courant des campagnes marketing et de comment ça se passe. C'est simplement pour tenir au courant de tout ce qui vient de se passer, que tout se passe comme prévu et qu'il y a eu des ajustements si nécessaire. C'est un bon moyen pour le client de rester en contact sans qu'il ait l'impression d'être oublié. Toutes les 2 semaines, vous organisez un appel de 30 minutes pour échanger avec le client. Ce que je vous conseille aussi d'ailleurs, c'est lors de l'appel de kick-off, donc l'appel de lancement avec votre client, c'est de fixer aussi tous les prochains appels que vous allez avoir avec lui sur les 3 prochains mois. Le client saura alors explicitement quand est-ce qu'il y aura des mises à jour en appel et après ce sera beaucoup plus simple pour communiquer sur le long terme. Ça évite également tous les problèmes de coordination d'agenda parce que si vous faites au jour le jour, des fois il va pas être disponible parce qu'il s'était calé un truc à ce moment-là, là il le sait à l'avance. Le journal de bord, vous répertoriez sur une même page Notion qui se met à jour automatiquement toutes les réalisations que vous faites pour le client afin qu'il soit tenu au courant et ne perde pas le fil. Et ça lui permet d'avoir un accès en temps réel à ce que vous réalisez. Pour le premier mois, faites un appel une fois par semaine. Puis après le deuxième mois, toutes les 2 semaines, ça convient parfaitement. Moi ce que je vous conseille en plus, c'est de réserver une après-midi dans votre semaine uniquement dédiée aux appels clients. C'est ce que j'ai fait de mon côté, ça me permet de faciliter le processus et ça me permet de cumuler toutes les tâches récurrentes. Chaque client de l'agence est assigné à un chef de projet et c'est le chef de projet qui s'occupe d'envoyer le message tous les jeudis au client. Le journal de bord est également géré par le chef de projet qui fait attention à bien le tenir à jour et il organise aussi tous les appels des clients toutes les 2 semaines. Un chef de projet va s'occuper de la gestion, de la communication et aussi de la coordination à environ 3 clients par chef de projet. Des fois 5, tout dépend du profil et aussi de l'ampleur de la prestation du client.
client. Dans un des modules de cette phase 5, je vais aussi vous montrer comment recruter justement un prestataire qui peut être un chef de projet. Je vais maintenant vous parler du processus d'onboarding que j'ai fait pour mon agence, onboarder chaque client, et que je vous conseille de vous inspirer pour l'appliquer à vous. Notez bien chacune de ces étapes pour ne pas les oublier. Envoyez-leur un cadeau de bienvenue. Allez par exemple sur les raffineurs ou ce genre de site pour leur partager quelque chose. Si vous connaissez déjà un peu les préférences de votre client, ça peut ajouter une touche personnelle. Prenons l'exemple du gin. Si par exemple lors d'une conversation informelle, vous avez pu discuter d'alcool ou même de cuisine, ce genre de choses. Par exemple, moi j'aime bien le gin et j'aime bien la cuisine. Et à ce moment-là, lui envoyer une bouteille de gin de bonne qualité ou même lui envoyer que ce soit une belle planche à découper ou un beau couteau de cuisine parce qu'on a une passion commune pour la cuisine, ça peut être un beau cadeau en début de prestation. C'est également l'occasion de partager une passion et d'ajouter une couche d'authenticité à la relation. Le cadeau de bienvenue n'est donc pas simplement une attention agréable, c'est aussi un investissement dans la relation avec le client sur le long terme. C'est une façon de dire, vous êtes plus pour nous qu'un simple contrat et nous sommes impatients de bâtir quelque chose de grand ensemble. Pour chaque client, je leur envoie un lien Notion où se trouve le protocole d'onboarding, ou en bon français, le protocole d'accueil d'un nouveau client. Pour faire très simple, c'est 5 étapes qui se suivent chacune d'entre elles. Et à chaque fois, il y a une vidéo de moi qui montre quelle est cette étape. Il y a aussi une tâche à réaliser pour le client. Le protocole d'accueil du client est composé de 5 étapes. La présentation du protocole d'accueil, pourquoi celui-ci existe, donner les accès aux outils, exemple Facebook Manager, ActiveCampaign. Vous prenez connaissance du journal de bord sur Notion et vous partagez les documents du client et de ses clients que je vous ai présenté lors du module d'introduction au marketing et que vous verrez aussi dans les différentes phases de livraison. Et vous réservez l'appel de kick-off. Pourquoi un tel protocole? Ça permet de présenter les limites, les attentes ainsi que votre manière de communiquer avec votre client. Vous pouvez démarrer rapidement et sans que vous ayez peur à vous préoccuper de l'accueil d'un client dans votre agence. Vous le créez une fois et il vous servira pour tous vos clients et vous n'avez plus à vous en occuper. Donc le protocole d'accueil construit sous une forme d'étapes claires à suivre pour le client où il y a un bouton pour passer à l'étape suivante. L'objectif de ce protocole est de simplifier la collaboration et les processus. On veut faire en sorte que ce soit le plus clair possible. Si vous avez d'ailleurs des questions sur ce protocole d'onboarding et que vous êtes en train de le construire, vous pouvez en parler directement dans un des appels de groupe dédiés. Vous trouverez aussi en ressource de ce module un modèle de protocole d'onboarding pour vous en inspirer. Ce que vous allez faire, c'est tout simplement utiliser Google Slides, Keynote ou PowerPoint pour créer le vôtre. Et vous avez bien sûr chaque étape à faire et à mettre en place. Bien, je vais vous montrer maintenant le protocole d'onboarding pour un nouveau client. L'idée ici, c'est quelques slides que vous allez modifier. Et en fait, en gros, ce que vous allez faire, c'est que quand vous allez accueillir un nouveau client dans votre entreprise, vous allez modifier quelques slides. En gros, c'est de le faire une petite présentation de comment vous travaillez, votre manière de fonctionner, etc. Pour ce protocole d'onboarding client, vraiment l'objectif du protocole d'onboarding client, c'est d'accueillir un nouveau client de votre entreprise et de l'accueillir de la meilleure des manières possibles. Et pour ça, la meilleure des manières possibles, c'est de lui faire un petit protocole, un petit accueil avec un onboarding tout clair, tout propre, qui lui permet vraiment de se sentir bien, de lui dire « Ah ouais, d'accord, il a vraiment pensé à tout ». L'idée, c'est de quelques slides, donc il va avoir que 8 slides, c'est pas grand-chose. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez modifier ces slides et ensuite vous allez faire une petite présentation du protocole. Donc, je vous montrerai l'exemple de comment moi j'ai fait mon protocole pour que ça vous inspire. Et vous, derrière, vous faites votre protocole d'onboarding. Et comme ça, après, le client, il peut avoir une idée à quoi ça ressemble, à quoi ça correspond de travailler avec vous. Donc, la première slide, donc bienvenue. Ensuite, la seconde slide, c'est pourquoi est-ce que je vous accueille avec une vidéo de moi et pas directement en appel. Là, vous expliquez pourquoi le protocole est indispensable. Donc, la première raison pourquoi c'est indispensable, la deuxième raison et la troisième raison. Inspirez-vous de ce que j'ai fait, mais vous pouvez aussi quand même l'adapter à vous. Ensuite, après, cet onboarding prendra environ 60 minutes de votre temps, mais une fois que c'est fait, c'est fait. Ça veut dire que dès que vous avez terminé, on peut commencer à lancer la stratégie d'ici 7 à 10 jours au lieu de 21 à 30 jours, ce qui vous permet de récupérer toutes les informations, récupérer tout ce dont vous avez besoin pour vous lancer. Après, là, voici le protocole d'onboarding que vous devez modifier en fonction des détails dont vous avez besoin. Peut-être que le document du client, c'est client. Si vous faites du SEO, vous n'en avez pas besoin. Et là, vous mettez étape 1, notre façon de fonctionner, récupérer les outils en étape 2, étape 3, remplir le document du client de ses clients et étape 4, appel de lancement. Vous faites toutes ces étapes une par une pour vraiment montrer à quoi ça correspond. Donc là, ce qui va se passer, c'est que pour la première étape, je vais vous montrer comment ça fonctionne, donc c'est cette vidéo d'onboarding. Ensuite, la seconde étape, je vais vous montrer les outils dont on a besoin. La troisième étape, c'est de vous montrer comment récupérer et remplir le document du client et de ses clients. Et l'étape 4, c'est l'appel de lancement. Ensuite, ce que vous pouvez attendre de nous, ici, vous dites ça établit les attentes en termes de ce que le client peut espérer recevoir de votre part. Ça peut inclure les points comme la qualité du service, les délais de livraison, les canaux de communication disponibles et toute autre spécificité liée à votre service.
En définissant clairement ce que le client peut attendre de vous, vous évitez des malentendus futurs et assurez une transparence qui peut grandement contribuer à une collaboration réussie. Cette slide peut aussi indirectement vous aider à définir les limites en montrant ce que vous pouvez raisonnablement fournir. Si le client commence à demander des choses qui sont dehors de ce cadre, vous avez un point de référence pour diriger la conversation et maintenir une relation équilibrée. Donc là, ça définit les attentes en fonction de ce que le client peut attendre de vous et vous, ce que vous attendez du client. Ça permet de clarifier les responsabilités et les attentes envers le client, ce qui est essentiel pour une collaboration réussie. Les points abordés peuvent concerner les délais de réponse, les informations ou ressources nécessaires à fournir et les modalités de paiement, entre autres. Comme ça, le client sait ce qui est attendu de lui pour que le projet ou la prestation se déroule de manière optimale. Ça permet également de prévenir les retards ou les malentendus qui pourraient découler d'une mauvaise communication ou de fausses attentes. Cette slide peut aussi indirectement vous aider à définir des limites en montrant ce que vous pouvez raisonnablement fournir. Et la dernière, une collaboration qui fonctionne. La première meilleure pratique pour qu'une collaboration fonctionne, la deuxième meilleure pratique et la troisième meilleure pratique. Ici, voilà, vous posez toutes les attentes que le client peut attendre de vous. Pour vous aider à faire au mieux le protocole d'onboarding, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai créé aussi un process, donc un onboarding client qui est un projet Notion. Pour la manip sur le projet Notion, c'est très simple. Donc ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout sélectionner. Ensuite, ici, vous allez faire Move To et vous allez Move To votre projet en cours. Donc ici, c'est là, vous voyez, c'est le modèle de projet que je vous ai donné dans le module précédent. Et bien, vous allez le glisser ici dans les templates. Donc là, je vais créer un nouveau template, onboarding client. Hop, je peux mettre une icône. Donc là, l'icône que je vais mettre, c'est par exemple Customer, non, même Profile, pour avoir, pas un petit Person, je mets un petit plus moi, plus. Voilà, c'est lui que je voulais. Parfait. Je veux celui-ci, donc statut planifié, équipe, je peux statut planifié. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais move to. Donc là, hop, c'est move. Et vous voyez ici que j'ai déplacé l'onboarding client. Donc là, maintenant, si j'enlève, ici, vous voyez qu'en new, j'ai le projet template for project onboarding client. Donc maintenant, il suffit juste que je fasse, hop, que je clique et j'écris un nouveau. Donc là, client, mettons, je sais pas, Fitmass, hop, voilà, onboarding Fitmass. Comment onboarder Fitmass? Donc ça, c'est comment utiliser le template. Et je vais juste vous montrer un petit peu les détails de ce template. Donc dans ce template, en fait, je vous ai montré plusieurs choses. La dernière chose à faire pour modifier le template et qu'il soit opérationnel, c'est d'ajouter juste en dessous la linked view database. Donc ici, vous faites /linked view of database. Ici, vous cherchez votre database tâche. Hop, vous avez votre database tâche. Et là, vraiment, attention, nuance, la chose à faire. Ici, dans filtre, vous allez faire projet et vous allez faire onboarding client. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, en fait, en filtre projet onboarding client, ici, ce que vous avez ajouté, donc en filtre onboarding client, vous avez ajouté le template onboarding client. Ça veut dire que là, en gros, concrètement, quand vous allez dupliquer le template, ça va à chaque fois ajouter le filtre onboarding client et ajouter en gros automatiquement le projet onboarding de ce client en question en tâche. Donc par exemple, ici, je fais onboarding. Alors non, on va faire new. Donc mettons ici, je fais new onboarding. Là, on va mettre Agency Lab. Mettons vous onboard Agency Lab. Et là, vous voyez qu'en filtre, projet Agency Lab. Et si je crée un nouveau, hop, onboarding, je sais pas moi, Nike. Ici, vous voyez en filtre Nike. Ce qui vous permet de vraiment séparer les tâches en fonction de tous les onboardings, de tous les clients que vous pourriez avoir. C'est vraiment très bien quand vous cumulez les clients et que vous pouvez cumuler les onboardings avec des onboardings qui se superposent. Ici, vous pouvez aussi mettre les dates d'onboarding. Donc, vous espérez les faire en une semaine, mais de quelle semaine à quelle semaine. Aussi dans les autres tâches que vous avez. Donc là, en fait, ce qui est super important, c'est que vous voyez ici que vous avez toutes les tâches à faire. C'est super important une fois que vous avez créé le projet Agency Lab, donc là, vous voyez onboarding d'Agency Lab, vous prenez ces tâches, hop, vous les sélectionnez et vous draguez ici. Et voilà, vous avez toutes les tâches qui sont sélectionnées. Vous pouvez mettre le statut de la tâche. Donc là, par exemple, toutes en pas commencé. Yop là. Donc, hop, vous mettez ici. Vous mettez par exemple en priorité moyenne. Vous mettez la deadline. Vous voyez que le projet, c'est l'onboarding en question. Le responsable, mettons peut-être que ici, c'est moi le responsable pour envoyer le protocole. Peut-être que le cadeau de bienvenue, c'est peut-être votre assistante, etc., etc. Et en fait, en fonction, là, vous pouvez attribuer les tâches. Si vous commencez à avoir une équipe qui se construit, vous pouvez attribuer les tâches en fonction des membres de l'équipe.
Et chaque membre de l'équipe a une tâche en particulier. Sur un onboarding, moi, quand j'accueille un client dans la boîte, je n'ai pas tout le temps toutes les tâches attribuées. C'est des fois d'autres personnes en question qui attribuent la tâche. Et voilà, donc créer le projet avec Notion. Donc là, si je vous montre, vous avez un petit tutoriel vidéo que vous pouvez glisser qui ne va pas apparaître, où je vous montre comment sélectionner. Donc vous sélectionnez toutes les tâches et vous les draguez. Et voilà comment vous faites pour ajouter les tâches. Ici, voilà, donc si je retourne dans le template, les tâches, qu'est-ce que je vous ai donné? Je vous ai listé un petit peu toutes les tâches que vous pourriez faire pour votre protocole d'onboarding. Pour votre protocole d'onboarding client, déjà, ce que vous allez faire, c'est envoyer le process onboarding. C'est le petit lien que vous avez, etc., et que vous envoyez. Donc là, c'est la vidéo, donc c'est un petit peu le lien que je vous ai partagé de mon exemple de protocole d'onboarding. C'est exactement ça que vous allez partager au client. Ensuite, vous allez par exemple créer un canal Slack ou un groupe WhatsApp. Vous allez ajouter les identifiants de l'email provider sur Dashlane et du funnel provider si vous êtes un email marketing. En fonction du service que vous avez, ça va varier. Donc là, je vous invite à vraiment adapter au service en question. Envoyer le cadeau de bienvenue au client, donc vous avez une petite bouteille, etc. S'assurer qu'il a bien rempli le doc du client de ses clients. S'assurer que le doc du client de ses clients soit bien créé sur Notion. Créer les projets. Confirmer que l'appel de kick-off ait bien eu lieu. Créer le journal de bord client. S'assurer de bien avoir la facture du client, etc. Donc, confirmer dans le workflow de vente qu'on a bien signé un deal. Et maintenant, en fait, c'est tout des petites tâches que vous pouvez faire et vous pouvez attribuer quelqu'un de différent à chacune des tâches pour confirmer. Et ça vous permet de vraiment gérer la gestion de projet au mieux. Donc ça, c'est un template que je vous invite vraiment à bien apprivoiser, à bien comprendre. Si vous avez des questions dessus, vous pouvez le parcourir et on peut y répondre en appel de groupe ensemble. Pas de souci là-dessus. Ok, là je vais vous montrer un petit peu le modèle de réunion, donc le lancement de client. Donc ce modèle de réunion de lancement de client, il va vous servir à chaque fois que vous avez un nouveau client dans l'entreprise, que vous avez signé un nouveau client, vous allez faire le premier appel avec l'équipe qui va être en charge du projet. L'objectif de cette équipe, donc par exemple si vous avez une grosse équipe derrière avec un chef de projet, avec un copywriter, un media buyer, etc., qu'ils n'ont pas pu voir parce que pour le moment c'était que la vente, vous allez pouvoir leur introduire, leur dire écoute, voici comment ça va se passer. Ensuite, après, ce que vous allez faire avec ce client, c'est que vous allez faire le lancement de la mission. Et le lancement de la mission, dedans, vous allez un petit peu expliquer comment ça va se passer. Vous allez essayer d'approfondir un petit peu si vous avez besoin d'autres choses. Vous allez aussi planifier les prochaines réunions. Les prochaines réunions avec le client sur les 3 prochains mois. Généralement, c'est ce que j'aime bien faire sur les 3 prochains mois. Donc, toujours fixer la même heure tous les mois, enfin toutes les semaines ou toutes les 2 semaines en fonction de la sophistication de la mission. Et après, avec le client, vous allez pouvoir setup ça et lancer la mission. C'est super important de faire ça, comme ça vous voyez que vous êtes cadré, organisé, vous savez à quel moment vous faites vos prochaines réunions. Le client aussi, il se sent accompagné, il sent que vous ne prenez pas le truc à la légère et c'est toujours une bonne impression que ça donne. Maintenant, vous êtes en réunion avec le client, donc là, vous voyez que je vous ai montré le modèle de réunion de kick-off. Ce que vous faites, c'est que vous pouvez toujours copier ce modèle, le dupliquer et ici, par exemple, vous créez un calendrier sur Notion. Vous avez aussi un modèle de calendrier réunion sur Notion. Vous pouvez l'utiliser, c'est très simple à utiliser. Et ici, vous faites New, un nouveau template, et vous pouvez l'appeler Appel Kickoff Client. Comme ça, vous avez le template, et à chaque fois que vous avez un nouveau client, vous pouvez même ajouter, si vous voulez, un petit, on va mettre Airplane. Voilà. Et maintenant, à chaque fois que j'ai une nouvelle réunion, par exemple, hop, je clique Appel Kickoff Client, et ça me crée le modèle pour la réunion client. Et comme ça, vous pouvez cumuler au fur et à mesure. Donc, vous aurez toutes les properties, etc. dans le modèle réunion que je vous partagerai en description. Donc, n'hésitez pas à le parcourir. Maintenant, sur le modèle en lui-même, donc déjà, vous allez faire une petite small talk. Donc, l'objectif de la small talk, c'est d'attendre que toutes les personnes de votre côté et de son côté arrivent. Donc là, exactement, c'est briser la glace. Depuis quand tu travailles, quel temps fait-il chez toi, comment ça va, etc. Et quand tout le monde est présent des deux côtés, vous allez commencer par présenter votre équipe. Généralement aussi, ce que vous pouvez faire, c'est aussi faire des petites slides pour cet appel de kick-off, histoire qu'il soit, on va dire, standardisé. Et ces slides, d'abord, vous pouvez présenter l'équipe, les personnes qui vont travailler, le reporting, comment vous allez présenter les résultats, etc. tout au long de la mission. Donc là, c'est peut-être le tableau des KPI que je vous ai présenté, c'est peut-être le journal de bord, etc. Ensuite, vous allez faire la question copywriting en plus. Si jamais vous avez parcouru le document du client de ses clients, vous avez fait le positionnement et que vous n'êtes pas sûr de certains détails, vous voulez les revoir avec lui. Après, vous allez planifier les réunions hebdomadaires. Donc, quand est-ce que vous allez faire toutes les réunions avec le client sur les prochains mois et comment ça se passe sur les prochaines semaines.
Donc là, à ce moment-là, ça dépend de la mission. Mais dans 7 jours, vous allez lui dire, vous aurez ci, vous aurez ça, vous aurez comme ça. Et comme ça, après, le client, il se sent accompagné. C'est comme ça que vous allez faire un petit appel de kick-off. Très simplement, vous voyez que là, c'est vraiment des lignes directrices et je vous invite à rentrer en profondeur, à standardiser par rapport à votre service pour avoir quelque chose de unique et dédié à vous. Sur ce modèle à l'appel hebdomadaire avec un client, donc ça c'est un modèle de réunion que vous pouvez aussi toujours hop, sélectionner, copier. Vous êtes dans votre modèle réunion, hop, vous créez appel hebdomadaire. Client. Pendant un instant, je ne savais plus écrire. C'est pas grave. Voilà, on y est. Merde, c'est bon. Je fais de la merde. Voilà, donc l'appel hebdomadaire client, c'est de revenir toutes les semaines pour ce qui a été fait la semaine précédente ou les 2 semaines précédentes en fonction de quand est-ce que vous faites l'appel. Définir les engagements de chacun sur la semaine qui démarre et qui permettront l'accomplissement des objectifs mensuels avec le client. Donc les objectifs que vous avez avec votre client, montrer où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous attendez du client et analyser du coup le tableau des scores, donc scoreboard, donc c'est les KPI, pour s'assurer d'être sur la bonne voie. Donc, retour sur la semaine dernière, vous allez dire, OK, ce qui a été fait la semaine dernière. Donc là, vous pouvez ajouter un nouvel intervenant. Ici, par exemple, ça peut être Louis Esquier, voilà, etc. Qu'est-ce qui a été accompli? Exemple, écriture de 5 emails. Mettons, vous avez intervenant, chef de projet, envoi des 5 emails. Voilà. Tableau, ajout des KPI sur le tableau. Ici, vous pouvez avoir aussi le client. Ce qui a été fait, c'est qu'il a envoyé le positionnement. Peut-être qu'il a review email. En fait, ça vous permet de vraiment un petit peu avoir un retour sur les tâches. Donc, le scoreboard, ici, vous ajoutez les résultats hebdomadaires et la responsabilité en mode, OK, donc vous analysez là où vous faites un partage d'écran sur le tableau des scores que vous avez fait avec votre client. Vous regardez chaque métrique et vous dites, OK, donc cette métrique, elle est comme ça par rapport à la semaine dernière, etc., etc. Bilan la semaine dernière, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé. Sujet à traiter aujourd'hui, différents sujets. Donc là, peut-être que vous avez des sujets sur le feu à traiter. Et c'est comme ça que vous pouvez gérer avec votre client au fur et à mesure des semaines, tous les projets et faire en sorte d'avancer sur la bonne voie. Ce petit tableau est vraiment bien, enfin cette petite note Notion est vraiment bien. Elle vous permet de traiter au cas par cas les clients. Utilisez-le, franchement. C'est trop bien pour gérer les clients et pour qu'ils soient contents, pour se dire OK, donc toutes les semaines, c'est suivi, etc. Donc voilà. Quand vous démarrez une prestation avec un client, vous allez avoir besoin peut-être de quelques questions d'un point de vue copywriting. Et ce qui est logique, ça arrive souvent, généralement même pour le SEO, etc. Vous allez peut-être avoir besoin de quelques informations sur le client. Alors là, généralement, ce document fonctionne beaucoup mieux et est beaucoup plus pertinent pour des entreprises en ligne, donc des business en ligne, etc. Entreprises locales, il y a un peu moins l'utilité de faire ce document. Donc vraiment, je vous invite à avoir la jugeote et réfléchir sur est-ce que ce document est vraiment nécessaire pour mon client. Pour une entreprise locale, pour faire beaucoup de copywriting, de l'email marketing, ce document est très très bien. Pour du SEO, création de site internet, création de site internet, vous n'avez peut-être pas besoin. Et à la limite, ça peut être intéressant pour faire une page à propos, etc. Vraiment, faites au cas par cas et réfléchissez. Limite, posez la question au mentor de la formation pour savoir si c'est vraiment pertinent. Donc le document du client de ses clients, logique, du client, c'est votre client et ses clients, c'est les personnes à qui il vend son produit ou son service. Donc l'objectif de ce questionnaire, c'est de mieux vous connaître, mieux comprendre votre offre et à qui vous la vendez afin de faire un copywriting aux petits oignons. Donc là, je m'adresse à mon client. Donc imaginons que vous envoyez ce document à votre client. Donc là, vous mettez le nom du client, par exemple, je ne sais pas, Fitmas, etc. Partie 1 à propos de vous. Notez ici les détails sur votre manière de communiquer, votre ton, la manière dont vous délivrez votre message afin de mieux cerner votre approche. Cela permet de ne pas avoir un marketing trop différent de votre identité. Donc là, pourquoi faites-vous cette entreprise? Notez les premières choses qui vous viennent à l'esprit. Qu'est-ce qui vous a donné envie de commencer cette entreprise? Comment est-ce que vous voyez cette entreprise dans un horizon de 5 ans? Si vous devez décrire les valeurs de votre entreprise en 5 mots, ça serait lesquels? D'ailleurs, quels sont les mensonges courants dans votre marché et qu'est-ce que la plupart de vos concurrents cachent? Donc là, vraiment, c'est des informations à propos de lui, de qu'est-ce qu'il pense sur son marché en général. Ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble sur le copywriting, de où est-ce que vous pouvez commencer à écrire et d'avoir aussi son point de vue. Donc là, maintenant, c'est l'histoire. L'histoire, c'est très intéressant pour une page à propos sur un site internet, pour faire un copywriting d'une vidéo de vente, d'une page de vente ou même des emails ou d'une publicité, d'avoir l'histoire de la personne pour ajouter du concret, du storytelling
Parce qu'une bonne histoire aide toujours. C'est pourquoi vous allez développer une histoire, votre origin story, l'histoire qui vous a poussé à être là aujourd'hui. Ce n'est pas obligé d'être 100% ancré dans la réalité. Imaginez plutôt comme si on adaptait votre histoire en film à la manière du Loup de Wall Street ou de The Big Short. Votre histoire, elle est connectée à votre entreprise. C'est la motivation principale qui vous donne envie d'être là. Écrivez les éléments principaux de votre histoire, ce que vous avez vécu, même si ce sont que des bribes. Nous sommes là ensuite pour la rendre encore plus impactante. Si vous avez un plombier, peut-être que vous en foutez de ton histoire, hein. Ok, soyez pertinent et ayez la jugeote de vous dire est-ce que ce document est nécessaire par rapport à mon client. Et aussi ce que vous pouvez faire, donc là je vous l'ai mis en format Google Doc, mais ce que vous pouvez faire c'est très simplement prendre un Google Form ou un Typeform et mettre chaque question une par une sur un Typeform pour qu'il puisse y répondre comme ça, c'est bien aussi. Donc voilà, comment était votre vie avant, le déclic, qu'est-ce que vous avez essayé pour résoudre le problème, etc. Donc là je vous inviterai à regarder toutes les questions. Pareil, ici, vous lui demandez des informations sur son marché et sur ses clients, sur son offre aussi, et sur la vie avec et sans le produit. Donc là, comment il voit les choses. Et dernières informations, le prix de son offre, ce qu'il a prévu de faire, s'il a prévu de faire une promo spéciale, ça peut être intéressant. Si c'est un email, enfin si vous faites des emails marketing ou de la publicité, de savoir s'il y a des offres que vous allez pouvoir promouvoir dans les prochaines semaines et pourquoi vos prospects devraient passer à l'action maintenant. Donc vous voyez que c'est plein de petits détails qui vous permettent d'avoir une vue d'ensemble pour le copywriting et le produit en général pour le faire au mieux.